Question essentielle et cruciale d'actualité à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. C'est une question qu'on retrouve également dans Le Point, parce qu'on a eu la chance d'interviewer Margaret Vestager et on lui a posé la question notamment du démantèlement des sociétés qu'on utilise tous les jours, qu'on connaît tous, Facebook, Google notamment. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir à nos côtés Evgeny Morozov. Evgeny, qui est un écrivain biélorusse qui habite aujourd'hui en Italie, qu'on peut retrouver sur The Syllabus, qui est un média d'information extrêmement intéressante et qui peut être très intéressant de lire. Tariq Krim, donc Tariq se bat depuis de nombreuses années pour un web différent, des technologies différentes. Il a lui-même créé plusieurs entreprises, NetVibes par exemple, et aujourd'hui il est à la tête de Dissident.ai et il a participé à The Copenhagen Catalogue. Ce sont des réflexions très intéressantes sur une manière différente de concevoir et peut-être, j'allais dire, de consommer la technologie. Tariq défend également l'idée du slow web, un web différent. Eric Léandri, Eric a co-créé Quant. On était en 2011, ça a été en ligne 2 ans plus tard. Aujourd'hui, vous présidez Quant, qui est une alternative à Google, une alternative où on nous promet que lorsqu'on y va plusieurs fois, eh bien, on n'enregistre pas toute notre navigation. Pour autant, Quant n'est pas une ONG, Quant gagne de l'argent. On va demander à Eric comment il veut faire pour continuer sa progression. Est-ce qu'il peut survivre sans le démantèlement de toutes ces grandes entreprises américaines et chinoises? Et pour commencer cette table ronde, je voulais poser la question à Tariq sur cette... Est-ce qu'on vit aujourd'hui, Tariq, toi qui as connu le web à ses débuts, un monde différent technologiquement? Je crois surtout qu'on est... bonjour d'abord, je suis ravi d'être présent ici à Toulouse de nouveau. Je tenais quand même à le préciser avant d'entrer dans le vif du sujet. Je crois qu'en fait, on est entré dans un monde qu'on ne comprend plus. Alors, il n'y a pas que dans le numérique. Hein. En général, on est rentré dans un monde d'une complexité extrême, un monde où on est en permanence sollicité à réfléchir à tout, à rien, surtout à rien d'ailleurs. Et surtout, on est entré dans un monde où la plomberie numérique, tous ces outils, ces algorithmes, tout ce qui existe autour de nous, est totalement illisible. On parle souvent de black box Internet, de l'Internet boîte noire, un Internet qui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, alors quand on voit l'histoire de l'Internet, il y a 30 ans à peu près, en Europe, on a créé, 30-35 ans, 2 technologies essentielles. La première, c'est Linux, qui est désormais l'outil qu'on a sur tous les serveurs, que ce soit de Google à Baidu, et on a inventé le web. Et curieusement, ces 2 technologies ont échappé en Europe, parce qu'en fait, à l'époque, on pensait que le diesel propre était plus important que les nouvelles technologies. Et donc, finalement, on a laissé cette technologie s'échapper aux États-Unis, et elle a pris le monde par surprise. Et 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, il y a à peu près 10 ans maintenant, il y a une deuxième génération d'Internet qui est née autour de l'iPhone. Et là, à la différence du web, qui était quelque chose d'ouvert, tout a été créé dans le secret des laboratoires. Donc on a des appareils qui sont totalement fermés, on ne sait pas vraiment comment ils fonctionnent. D'ailleurs, on ne peut plus même changer la batterie puisqu'on n'a plus le droit de modifier quelques pièces que ce soit de ces appareils. Et on a construit et laissé grandir cet écosystème de manière totalement incontrôlée. Et il y a 10 ans, en fait, le terme de GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft, n'existait pas, tout simplement parce que ces sociétés avaient des métiers très spécifiques. Et ce que la révolution mobile a permis, c'est de concentrer les pouvoirs de l'ensemble de ces sociétés dans nos mains. Voilà. Et donc ça a créé un monde qu'on ne comprend plus, qu'on ne contrôle plus, et qui a donné, d'une certaine manière, les résultats qu'on connaît, donc que ce soit les élections américaines, que ce soit le Brexit, j'en parlerai qu'une seule fois, c'est ici, et surtout un monde d'algorithmes où on est constamment manipulé, notre conscience est manipulée par les informations que l'on reçoit au bon moment. Donc en fait, un monde qui n'est plus du tout transparent. Et donc
une des choses qui semble importante avant d'entrer dans le débat, évidemment, de démantèlement de ces sociétés ou pas, c'est dans quel monde veut-on vivre? Et pour l'instant, avant d'aller plus loin, et ça devrait être la question numéro 1 des politiques, quelle vision veut-on, notamment en Europe, puisqu'on ne veut pas être comme la Chine où tout le monde est analysé en permanence par des caméras, on ne veut pas être dans un modèle américain où l'individu est une base de données, on est devenu un fichier Excel dans lequel on pioche ce dont on a besoin. Donc on veut construire quelque chose de différent, un endroit où on peut vivre harmonieusement avec la technologie. Ça nécessite avant tout de se poser la question, dans quel monde veut-on vivre? Et cette question de la vision, je voudrais la poser. Merci beaucoup Tariq, et merci beaucoup d'être si fidèle à Futurapolis. Je voudrais la poser à Evgeny, dont on peut saluer au passage le fait qu'il parle énormément de langues. Il comprend pas mal le français, il parle italien, il va apprendre le chinois. Et juste avant de laisser la parole à Evgeny sur sa vision, je voulais vous présenter un petit mot d'excuse d'Isabelle Baudry qu'on avait, qui est elle aussi une grande entrepreneuse du web et qu'on avait invitée, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, elle le regrette. Voilà, Evgeny, est-ce que l'Europe doit avoir une vision du numérique? Avant tout, je dois dire que pour moi, c'est beaucoup plus simple en anglais, alors je vais parler anglais. So, I think we have made a couple of intellectual and ideological mistakes when thinking about technology, and especially technology companies and power. And I think the sooner we re-examine and solve those mistakes and put something in place where a vision should be, the sooner we would be able to reduce our dependence on them. I think the first mistake that we made was to think that the only actors that are capable of taking advantage of this new digital world are companies and startups. Right? We have completely ignored that throughout the last few centuries, it was also civic associations, public institutions, state institutions that have been great innovators. Look at institutions such as libraries or museums or universities or the post office. I mean, in all of the countries of the developed world, of Western Europe and America, they all came about differently, but they all came to fulfill certain functions which were not just to promote justice and equality, but they also meant to promote essential innovation. Right? It's by temporarily suspending, for example, the way in which copyright works, that libraries managed to make knowledge accessible, which was then used by researchers and the rest of us. The problem is that when you think about the last 2 decades, we have not made any allowances for such alternative approaches. So we ended up with the second mistake, and that second mistake is thinking that everything today should be a startup, that should be essentially the way to solve problems, and that anything that deviates from that model will probably lead to totalitarianism, and it will result in some kind of economic deficiency, and we will all lose our jobs. Right? And I think that those two assumptions have been extremely detrimental to how we think about big tech, and that has brought us to the third assumption or conclusion, and it's that the only possible alternative we can put in place of big tech, the Googles and the Facebooks and the Microsofts, would be some kind of smaller tech, but which would be an exact copy of what we had before, but smaller. So instead of one Facebook, we're going to have 20, and instead of one Google, we're going to have 20, and instead of one Amazon, we're going to have 20 Amazons. Right? And of course, I'm oversimplifying this quite deliberately because we are short of time, but I think that cannot possibly be the only path forward. And I think the reason why many of the European politicians in the Commission and elsewhere find it so easy to just go after these companies and after this industry using the language of competition, because it allows them to continue without any strategic vision of what the right set of public, legal, and social institutions should be to give us a different society. And it's not their fault, it's the fault of our overall kind of political system, because we cannot imagine what a digital world that's not dominated by startups and companies could be, and how it can be some kind of a successor
to, for example, the welfare state that we have built using a very different set of tools and set of logics. So my final point is that we should essentially be able to recover this ability to think in institutions, to engage in this institutional imagination of some kind, and to think what would be the equivalent of the welfare state, of the library, of the post office, of the university in the 21st century. And that would be the only way for us to also open up new sets of questions. Who should own this infrastructure? Who should pay for it? How we should tie it to our fiscal system? Who should own the data that's generated by citizens? Should we have collective rights over it or individual ones? I think we cannot answer those questions if our only vision is fixated on producing more and more startups that can somehow solve all these problems through competition. I think it's a step in the wrong direction. Thank you. Merci beaucoup, Evgeny. Alors, Eric, est-ce qu'on a manqué de vision? Est-ce qu'on a manqué d'imagination? Est-ce que vous, quand vous avez créé Quant, vous pensiez déjà à la citation de Montesquieu sur qu'il ne pouvait pas y avoir d'exercice du pouvoir sans limitation du pouvoir, ou c'était vraiment pour créer un autre monde? Quelle classe, citer Montesquieu, c'est pas mal. Sinon, on peut faire Marvel, grand pouvoir, grande responsabilité, les deux, ça marche. Non, mais juste pour revenir au centre de ce qui vient d'être dit, moi, je trouve très intéressant un point très simple. Est-ce que vous connaissez la différence entre vous et la version américaine ou chinoise ou russe, d'ailleurs, des choses? Nous, c'est l'Europe. Vous êtes des citoyens, vous n'êtes pas des consommateurs. Donc, en tant que citoyen, vous avez des droits. Vous avez le droit qu'on protège votre vie privée, c'est l'article 12 des droits de l'homme. Vous avez le droit qu'on fasse attention à vos datas, qu'on vous aide à être mieux soigné et qu'on apporte de l'éducation à vos enfants. C'est le principe même d'être citoyen en Europe. Et donc, être citoyen en Europe, si on remet ça au centre de l'histoire, si on remet nos valeurs au centre de l'histoire, on s'aperçoit de quelque chose d'assez fort. On ne fait absolument pas la même chose en Europe que dans le reste du monde depuis toujours. Depuis toujours. Donc à partir de maintenant, il faut juste regarder les choses réellement. Qu'est-ce que vous voulez pour le futur de vos enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour le futur des nôtres? Est-ce qu'on veut tout simplement avoir une meilleure possibilité d'être mieux soigné, de meilleure éducation, une meilleure façon de vivre et une façon de vivre ensemble qui correspond à nos valeurs? Si c'est ça, alors il faut des alternatives qui correspondent à nos valeurs. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on s'est trompé ou est-ce qu'on ne s'est pas trompé. Il faut juste comprendre que quand on n'applique pas les valeurs européennes, on va forcément plus vite. Beaucoup plus vite. Parce qu'à partir du moment où la data et l'argent est au centre de tout pour une accélération, eh ben, comme vous devez accélérer, vous devez avoir de l'argent et vous devez avoir de la data. Et pour cette data va générer de l'argent et c'est le principe même d'un GAFAM à la fin de la journée. Côté chinois, c'est différent. Ils ont besoin de contrôler. Pour contrôler, il faut de la data. Même si c'est eux qui payent, ils vont vouloir contrôler. Donc, il faut créer toute cette numérisation pour le contrôle. Mais à la fin, ce contrôle global donné à quelques-uns génère un argent fou. Voilà. Donc, si on revient à nous, ce n'est pas qu'on a fait des erreurs, c'est qu'on ne regarde pas le monde avec nos valeurs. On regarde le monde en se disant on va copier les Américains et faire 4 Google ou 4 Amazon. J'aime bien l'exemple. On ne peut pas copier les Américains. Une boîte qui vaut 1 trillion, on ne peut pas la faire en Europe. On ne peut pas. On peut faire 100 ou 1000 boîtes qui valent entre 1 milliard et 40 milliards. Et d'ailleurs, j'ai une grande annonce pour vous. Vous n'êtes pas forcément au courant. Nous avons en France des tonnes de licornes. Alors, je vais vous les citer. Atos, Orange, LVMH, Louis Vuitton. Ah non, pardon, ça ne s'appelle pas des licornes. C'est ça ne s'appelle pas des start-up. Non, ce sont des géants mondiaux. Nous avons des tonnes de géants mondiaux. Nous avons des boîtes qui valent 40 milliards, 20 milliards, 80 milliards. Nous en avons à travers toute l'Europe. Nous ne travaillons pas ensemble parce que nous regardons que les boîtes à 800 milliards et à 1 trillion. Alors, de géo, j'ai une dernière chose là-dessus. En Europe, nous avons des valeurs. Regardez maintenant les GAFAM, ils sont en train de changer. Beaucoup. Vous avez du Google et du Facebook. Moi, j'appelle ça des data predators. Leur job, c'est d'avoir toute la data autour de nous. Apple est en train de se réorienter sur la vie privée parce qu'ils vous vendent des téléphones. Alors là, je te suis, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas comment, on saura un de ces 4. Pour l'instant, en tout cas, c'est leur discours. Microsoft, ils implémentent le GDPR, la protection des données personnelles européennes, dans tout le monde. Et aux États-Unis, ils sont en train d'installer la protection des données personnelles californienne pour toutes les États-Unis. Donc, ils sont tous en train de faire quelque chose de différent.
Maintenant, je reviens à l'Europe. Imaginez 2 secondes qu'on soit à 1000 boîtes à 1 milliard ou 100 boîtes à 1 milliard en Europe qui travaillent ensemble, qui respectent vos valeurs et qui grandissent toutes. Et que derrière, on ait 600 boîtes à 100 millions et puis derrière, on ait 1000 boîtes à 10 millions. Ben, c'est des dizaines de milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois, des emplois qui respectent vos valeurs. Et imaginez que les datas que je collecte toute la journée, maintenant chez Quant, parce que je respecte totalement la vie privée, je ne peux pas savoir qui vous êtes. Et puis si vous pouvez ne pas me croire, je suis corse, je vous le rappelle. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis corse. Donc vous n'allez pas me donner vos numéros de carte bleue, vous n'allez pas me donner vos adresses, et vous inquiétez pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas pourquoi vous les donnez aux autres. Moi, je vous conseille tout simplement de vous protéger, de rester sur vos valeurs et de réfléchir à ce que vous voulez pour l'avenir de nos enfants et pour notre avenir à tous. Et je crois que là-dessus, il y a une vraie différenciation en Europe. Je suis d'accord sur le fait que maintenant, il faut montrer que cette différenciation doit s'appliquer. Et elle doit s'appliquer dans les lois à nous. Moi, depuis cet été, je suis testé par la DINSIC, par l'ANSSI, par les CNIL, pour vérifier si je peux devenir le moteur de recherche de l'État. Ça me fait plaisir et c'est génial d'être contrôlé. Juste, les autres, il y a des sanctions à plusieurs dizaines de millions et j'ai fait condamner Google à 4,2 milliards pour Android grâce à Margaret Verstager. 4,2 milliards. Vous imaginez ce que c'est? C'est énorme. Ça veut dire que c'est un abus de position dominante. Donc s'ils se remettent à respecter les lois, je pense moi qu'on peut créer en Europe un écosystème européen avec vos valeurs. N'hésitez pas à regarder, vous allez être très intéressé par le nombre de startups top en Europe. Merci beaucoup. Alors, Margaret Vestager, qui on le rappelle, est donc à la une du point avec une interview exclusive. Tariq, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que pour réinventer quelque chose d'intéressant avec les valeurs européennes? En fait, je tiendrai je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Le problème, c'est le projet politique. C'est de se projeter dans 20 ans. Aujourd'hui, si on voit de la pauvreté en Europe, si on voit du chômage, ce n'est pas uniquement parce que les politiques sont nuls, c'est que notre capacité d'achat d'énergie a diminué en Europe. On a atteint un pic. Et le numérique va devenir, dans le cadre du changement climatique, une question clé. On consomme énormément de bandes passantes, donc énormément d'énergie. Ce montant est en train de monter, ça dépend des études, ça va entre 7 jusqu'à, on parle même de 15% dans un monde où on aura de l'intelligence artificielle, des machines autonomes. Il y a d'ailleurs un chercheur à Oslo qui a fait une étude assez incroyable. Il s'est demandé, est-ce que quand on avait des CD, quand on avait des cassettes, quand on avait des DVD qu'on utilisait, qui sont, comme je vous le rappelle, pour ceux qui ont vécu avant l'iPod, en plastique, et qui donc polluaient l'environnement, est-ce que cette pollution était supérieure à ce qu'il y a aujourd'hui avec le streaming? La réponse est non. Aujourd'hui, quand on stream du Netflix, du Spotify et toutes les autres, on consomme encore plus d'énergie. Donc déjà, il y a une première question qui va se poser, c'est est-ce qu'on peut continuer à augmenter, on parle souvent, les embobineurs du numérique vous parlent de l'exponentialité des technologies, d'un monde qui n'arrête pas de croître. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans le monde physique et ça va être aussi un problème dans le numérique. Donc déjà, une des choses qu'il va falloir, et à mon avis, pour laquelle l'Europe devrait être leader, c'est réfléchir à une technologie beaucoup plus sensée, beaucoup plus apaisée, beaucoup moins violente en termes de consommation. On parlait tout à l'heure des bibliothèques. Ce qui est fascinant, c'est que pour ceux qui se rappellent les débuts du web, la plupart des pages étaient faites par les universités. Beaucoup de pages personnelles, on a eu le Louvre qui s'est mis en place. Et soudain, toute cette infusion de culture, de savoir a été remplacée par des algorithmes et des plateformes commerciales. Et curieusement, en fait, l'intérêt du web a diminué, la capacité, cette idée d'avoir une bibliothèque mondiale a diminué. Donc, une des questions qu'on doit se poser en Europe, c'est comment construire à la fois un numérique qui soit beaucoup plus sobre en termes de consommation énergétique, qui soit beaucoup plus ouvert sur les écosystèmes culturels, artistiques, qui soit beaucoup plus proche de la population. Et effectivement, le modèle qui a été mis en œuvre aux États-Unis est un modèle qui est basé exclusivement sur l'idée que le numérique est là pour aider l'individu. C'est une vision très libertarienne qui vient de la contre-culture américaine. Le numérique est là pour m'aider moi. Je prends ma voiture, mon Uber, c'est moi et pas les autres.
En Europe, on a une vision beaucoup plus communautaire de la technologie. C'est-à-dire qu'on on pense que la technologie doit être faite au bénéfice de la communauté. En Chine, c'est effectivement ce que tu disais est intéressant, c'est que la technologie est faite pour transformer les populations, pour obliger les gens. Par exemple, quand vous en Chine, vous traversez pas au feu, il y a votre photo qui apparaît et votre crédit social qui diminue. Et comme vous le savez probablement, si votre crédit social, qui est un peu votre index de citoyenneté numérique en Chine, baisse trop, vous n'avez plus accès à certaines choses comme des voyages, la possibilité de voyager. Donc il y a effectivement un modèle complètement différent à inventer. Il n'est pas trop tard, mais aujourd'hui la question est avant tout politique. Moi je pense que les boîtes existent, hein. Il y a, comme tu l'as dit, il y a des dizaines, des centaines de boîtes. La volonté politique pour créer quelque chose d'autre et montrer le chemin n'est pas là, à mon avis. Et malheureusement, c'est super de collecter des taxes, mais ça ne fait pas une politique. Oui, il y a des boîtes et puis il y a des talents. On rappelle que tu as recensé il y a quelques années les talents des développeurs chez développeurs français. Il y en avait beaucoup qui ont contribué au logiciel libre, mais qui se retrouvent aussi dans des grosses boîtes tech. Et on pourrait peut-être s'appuyer davantage sur ces talents à l'avenir. Ce manque d'imagination, Evgeny, vous avez vécu 10 ans aux États-Unis, vous avez fait un doctorat à Harvard, là vous décidez de rester en Europe. Comment, chez les jeunes qui sont ici, comment ils peuvent prendre leur destin numérique, leur destin tout court en main, à votre avis? Well, I agree with what Tarek has just said about the primacy of politics in this domain, but I think we also have to start asking questions historically. Why did we end up in a situation where Europe is now squeezed between the Chinese big tech and the American big tech? Right? And I think it's not just a matter of us in Europe wanting to defend our values, which I agree we should defend. Right? It's also the result of the fact that both the Chinese and the Americans have managed to have a very active, if not always visible, public policy when it comes to the digital. And they have managed to invest billions into their networks, and they've managed to use their geopolitical power to create and open up foreign markets for their companies, and they've managed to penetrate European markets and make sure that European governments sign up to those deals, in the case of Americans, while Europe kind of went almost in the opposite direction. You know, the difference between Europe and America is that America always says one thing and does another, and Europe always wants to emulate what America says and not what America does. Right? So we ended up in the situation where we truly believed in free markets, that government shouldn't be part of the technological sphere, that we should have this laissez-faire, hands-on attitude, while Americans through Pentagon and Wall Street were, of course, doing very different things and were actively shaping the landscape. So right now we ended up in a situation where just enforcing our values, I think, would not get us to create this ecosystem that we would like to create. It would require more than competition policy. It would require, at the very minimum, an industrial policy of some kind, where we would actually ask, how much money do we need to put together into things like artificial intelligence? Do we need to have a coherent European strategy, or should we leave it to the nation states to pursue things like AI? And my fear is that we still are not there, because we cannot deviate from this path we've been on for the last 30 years, which looks upon industrial strategy as something that we used to do in the 60s, but we should abandon and never touch. And the reality, and the geopolitical reality, is global capitalism is such that, you know, we have to make bets. And right now, the bet that Europe has made is that it would be better off selling its cars to America, or selling the cars it makes in America to China, than trying to build AI. And this is what ties our hands, because the moment we start having an industrial strategy, we will no longer be able to sell our cars to America because Trump will tax them. And that's a very simple equation, which, you know, we cannot avoid. That's the elephant in the room, which somebody in Europe has to acknowledge. Otherwise, we will be hoping that competition, startups, and privacy policy will give us things which in the rest of the world were generated through a very different set of policies. Merci beaucoup. Et on voit en fait dans les pays où on arrive à avoir une alternative à Google, que ce soit la Russie avec Yandex, la Chine bien sûr,
eh bien, est-ce que la création d'une souveraineté numérique repose essentiellement sur des facteurs culturels? On va bien sûr vous laisser la parole pour des questions, c'est très intéressant, mais juste une pour vous, Eric, puisque vous êtes présent en Chine. Est-ce qu'il faut vendre son âme au diable pour être en Chine et comment vous avez fait? Je vais répondre à celle-là, mais j'aime beaucoup celle d'avant. Non, en Chine, si les Chinois nous ont laissé faire que... Si vous allez en Chine demain, Quant, ça marche. Google, ça ne marche pas. Pour une seule raison, hein, on ne prend pas la donnée des Chinois. On ne prend rien chez les Chinois. D'ailleurs, on ne prend pas la donnée des Européens. On ne prend pas la donnée des Américains. On prend la donnée de personne. Comme ça, c'est simple. Donc les Chinois n'ont pas de problème. Et comme ça, ils peuvent dire qu'ils peuvent laisser un moteur de recherche étranger être en Chine, puisqu'on ne prend rien. Voilà, ça c'est comment on a fait. Maintenant, si on revient et on y allait avec le président de la République, et puis après on a passé 10 mois à négocier avec eux quand même, pour pas grand-chose, qu'on a zéro data. Mais juste sur le point de tout à l'heure, il ne faut pas croire qu'avoir des valeurs, il ne faut pas croire que mettre la compétition, et aujourd'hui avec Margrethe Vestager, faire condamner Google pour abus de position dominante, ça empêche d'attaquer. Je suis d'accord, ça c'est que du défensif. Avoir des valeurs, au final, c'est ce qui nous protège de faire tout et n'importe quoi. Et puis, se protéger contre l'abus de position dominante, c'est aussi une façon de dire qu'il faut réouvrir le marché. Maintenant, je suis d'accord sur un point, et complètement. Quand je dis si on faisait 100 ou 1000 startups à 1 milliard ou 2 milliards, ça veut dire que l'Europe doit investir 20 milliards ou 30 milliards. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. Parce que dans un marché qui est complètement saturé à 95% côté américain et à 30-40% côté chinois qui arrive, on va rapidement se retrouver avec un marché à 150% dominé. Alors vous allez me dire, mais ça ne marche pas à 150%. Mais je vais vous dire oui, parce que vous allez aller sur Facebook et sur TikTok, et vous allez aller sur Google et sur d'autres produits chinois 2 à 3 fois par jour, comme vous venez chez moi. Rendons-nous compte de cela. Et moi, je vous dis juste, ce qui a été fait pour Airbus, c'est possible aujourd'hui pour la suite, c'est possible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons les technologies, nous avons les gens, nous savons le refaire. C'était très compliqué il y a 20 ans de faire un Google. Aujourd'hui, c'est possible, ça marche, on sait faire. La question, c'est est-ce qu'on veut ensuite déployer ça au niveau de l'Europe, déployer ça en Afrique, déployer ça en Amérique latine parce qu'on a plein d'entrées, ou est-ce qu'on veut faire un petit truc en bas de chez nous pour montrer qu'on sait le faire? Ça, c'est une vraie question finale à se poser, et là, je suis d'accord. Mais en dehors de ce point-là, juste, et c'est mon dernier point là-dessus, la souveraineté, il faut arrêter d'en parler. C'est génial d'en parler. Moi, j'aime beaucoup en parler, parce qu'en 2011, quand on a annoncé Quant, personne n'en parlait, donc il n'y a pas de souci. En 2019, tout le monde en parle. La souveraineté, c'est bien d'en parler, il faut la construire. OVH, c'est une façon de faire de la souveraineté, mais aussi Orange Cloud, Dutch Telecom Cloud, Quant. Tout ça, c'est de la souveraineté européenne. Mais c'est aussi des partenariats avec Atos, des partenariats avec Capgemini, des partenariats avec les Allemands. On fait déjà AI4EU grâce à la Commission européenne. Il y a 80 millions là. On est en train de faire un CPU européen, 200 millions. Les Chinois viennent de mettre 29 milliards. Mais c'est bien, on met les premiers 200 millions, puis les prochains 500 millions. Ne croyez surtout pas que c'est grave, c'est pas grave. Ce qui est très important, c'est que maintenant qu'on a compris que nos amis américains ne sont pas toujours nos amis, et j'aime bien l'idée ils disent quelque chose, ils font autre chose, c'est souvent vrai. Nos amis chinois, c'est aussi nos amis, mais ça dépend des jours. Voilà, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui en Europe, on veut aussi avoir un peu d'autodétermination? Et puis l'autre question, moi je vois avec la métropole ici à Toulouse, avec la région, avec toute l'Occitanie, tout le monde se bat pour que vos données soient préservées, vos données médicales soient préservées. Je suis désolé, c'est fantastique. Regardez, moi, il y a des tout petits trucs en Occitanie. Vous avez un truc qui s'appelle Smart Réseau. Alors, Smart Réseau, c'est une espèce de site. Vous y allez, vous dites, il est mal fait. Il y a des vidéos, il y a plein de choses dessus, mais il est mal fait. Mais écoutez, il y a des milliers de vues des politiciens toulousains sur Smart Réseau versus des centaines de vues sur YouTube. C'est-à-dire que la même vidéo sur Smart Réseau qui est partagée que dans son petit réseau, il fait des dizaines de milliers de vues. Sur YouTube, sans vue, parce que de toute façon, vous préférez aller voir les dernières bonnes blagues de lama fâché ou est-ce que la Terre est plate? Au final, on ne sait jamais. Hein, voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut regarder la réalité des chiffres et ce qu'on peut faire tous ensemble. Et je pense qu'on peut vraiment faire aujourd'hui tous ensemble. Tariq, tu voulais rebondir? Je voulais revenir sur la question des taxes. En fait, la première des choses que l'Europe aurait dû faire, c'est probablement empêcher un certain nombre de fusions. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, mince, la technologie aux US et en Chine ou au Japon est trop grande.
donner un exemple tout bête. Savez-vous que l'ensemble des puces de tous les téléphones, iPhone et autres, sont développées et pensées en Angleterre? Il y a une société qui s'appelle ARM, qui depuis des années a construit tous les processeurs qu'on a quasiment partout. Sa société a été achetée par SoftBank. Pourquoi? Pourquoi l'Europe a autorisé SoftBank à acheter un des outils essentiels de la souveraineté numérique européenne? Google est en train d'acheter Fitbit. Est-ce que la Commission européenne va laisser le deal se faire ou pas? Donc, dans des cas très concrets, on aurait dû, quand Facebook a acheté WhatsApp, maintenant on dit « Ah, on regrette, on aurait pas... » Et en fait, sur la plupart des cas où l'Europe a son mot à dire, elle a ce droit de veto, elle ne l'a pas exercé. Alors, un des problèmes que l'on a quand on parle de vision, d'aller dans tous les sens, ce qui est malheureusement le problème, quand on vous dit qu'il va y avoir un plan IA de 100 milliards ou des choses comme ça, en fait, ce qu'on vous dit, c'est rien, on ne sait pas pourquoi, comment. Quels sont les points forts que nous avons en Europe et j'allais même dire en France? Je vais donner tout simplement 3. Éducation, culture, santé. Ce sont 3 domaines. Culture, et c'est évident, les musées français sont une des raisons pour lesquelles les gens viennent en France. Comment se fait-il que les industries culturelles n'aient pas réussi à s'organiser pour en faire un leader en France, aux États-Unis, en Afrique? L'éducation, aujourd'hui, ça va devenir un des éléments essentiels. Pourquoi n'est-ce pas une priorité à l'international? Et enfin, la santé. Moi aussi, comme Eshveni, j'ai vécu aux États-Unis et il y a 2 endroits où je n'ai pas envie d'être malade, c'est en Chine et aux États-Unis. On a quand même des systèmes qui fonctionnent bien, même si, pour être très honnête, on ne s'en occupe pas aussi bien qu'on devrait. Cette vision que l'on a, ce qu'on appelait l'État, le welfare state, mais qui est finalement l'État-providence, qui est toutes ces choses qu'on a inventées après la guerre pour adoucir nos sociétés. Il ne faut pas oublier que quand on prend la France et les États-Unis et qu'on enlève les prestations sociales en France, la France est aussi dure en termes de rapports riches-pauvres que les États-Unis. Par contre, on a construit tout un environnement pour adoucir ça et s'assurer que tout le monde ait accès à des médecins, qu'on ait accès à des prestations sociales. Pourquoi ne pas transférer dans le numérique cette vision? Pourquoi ne pas la transférer déjà pour moderniser notre infrastructure, c'est-à-dire garder le même niveau de qualité, le même niveau d'exigence et d'éthique dans le numérique, et ensuite exporter ce savoir-faire? Parce que quand on exporte du logiciel, on n'exporte pas uniquement du code, on exporte une vision, une manière de le faire, un label, et c'est quelque chose sur lequel on est très bon, mais on ne l'a jamais fait tout simplement parce qu'il n'y a pas de priorité. La priorité actuelle, c'est de copier ce qui se fait aux États-Unis. Ah, l'IA, c'est important. Il y a 5 ans, ça s'appelait le big data. En fait, vous avez ces buzzwords qui viennent tous les 5 ans et on vous explique à chaque fois que la France est en retard, qu'il faut absolument faire quelque chose et on va investir plein d'argent et au bout du compte, 5 ans plus tard, on ne sait pas où l'argent est passé. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir où on est bon et de mettre le paquet sur ces domaines. Alors, je vais donner 3 exemples, il y en a probablement d'autres, mais ça, c'est 3 domaines sur lesquels je pense que n'importe qui vit en France ou en Europe sait qu'on est bon: culture, éducation, santé. Merci beaucoup. On est bon sur quoi, Evgeny? Et qu'est-ce qu'on peut encore faire, à votre avis? What are the... No. I was too busy clapping, so je n'ai pas compris. Ah, ok. Non, quels sont les points forts de l'Europe? Sur quoi on peut se baser? Well, I mean, I agree to some extent with the 3 pillars which Tarek has just presented, but I think, Europe also spends a lot of money on R&D and innovation already at the level of the Commission, and I think we just need to find ways to have a little bit more of a strategy there, and we need to have, and I'll tell you exactly what I mean by the strategy, but we also need to have a more political and, if you will, geopolitical reading of the current global capitalism. I mean, the reason why something like SoftBank
is able to come and purchase all the most promising firms in Europe is because it just managed to raise more cash than anyone. And why did they manage to raise more cash than anyone? Because sovereign wealth from governments like Saudi Arabia and from the Emirates, they can't find a reasonable kind of outlet to invest into outside of tech. So whoever establishes themselves as the largest platform, they become a magnet for all the idle cash that has only other alternative, and that would be real estate. So it all slowly kind of drips into SoftBank, and then they accumulate it, and then they can do whatever. And if you are a small startup in Europe, I mean, what are your odds of even surviving if you're a successful one 5 years from now? I mean, your most likely future is to be bought by the big tech or to be bought by SoftBank. And that applies, I think, not, and maybe it's not your worst kind of nightmare scenario. Maybe this is what European startups want to do, in part because they cannot see a future that will be a European future, and that will help them contribute in one way or another to restoring that European sovereignty that we all want to talk about. I'll just tell you one little example. So one of the projects I'm affiliated with is this European project called Decode, of which I think Francesca Bria will talk about a bit more tomorrow. But it had one partner. At UCL, University College London, a bunch of academics, and they were the most advanced team in Europe working on cryptocurrencies and blockchain. Right? And they were really a very talented set of academics. They were doing fantastic things. And they were getting a lot of money from the European Commission as part of this project to advance their research. All of a sudden, earlier this year, it turns out that Facebook approached them and hired them and basically acquired this academic center, which became one of the key ingredients into this Libra cryptocurrency that Facebook has launched. And then the question is, how stupid should Europe be to keep pouring money into this research efforts only to see them being then overtaken by Facebook? And unless we have an answer to that question, I think we can forget about European sovereignty in the technological sphere. Thank you. C'est très clair. Tariq, je te laisse réagir juste avant, très rapidement. Eric, je ne crois pas que le futur, en tout cas à court terme, de Quant, ce soit de se faire racheter par des gens de la Big Tech ou d'avoir des gros investissements de SoftBank. C'est quoi Quant dans 10 ans? Écoute, Quant dans 10 ans, si on a réussi, c'est 5 à 10% du marché européen, peut-être 15%. C'est quelque chose qui peut être en bourse en Europe, qui peut vivre tranquillement et qui peut partager de la data avec les citoyens autour de nous, parce que cette data et cette intelligence artificielle peut être distribuée à chacun d'entre nous et fait suffisamment d'argent pour pouvoir réinvestir et continuer à faire des partenariats, toujours avec du partenariat. Juste petit point, il a raison Tariq, culture on est bon, médical on est bon, et le dernier point, tu étais sur éducation, on est bon. Juste, c'est la même chose. Si vous voulez travailler sur la culture, sur le médical ou sur l'éducation, vous devez l'indexer. Vous devez créer le pool de qu'est-ce que c'est la culture européenne, le médical européen, les données européennes en éducation. Vous devez tout indexer. Vous devez ensuite rajouter de l'intelligence artificielle par-dessus et créer des services. C'est toujours la même chose. Les plateformes font que ça. Donc arrêtons de dire on fait de la culture, du médical et de l'éducation. Disons-nous, on fait de la culture, du médical, de l'éducation et tout ce que vous avez envie de faire. Tout, y compris du pay, y compris autre chose. N'ayez peur de rien, parce que si Quant peut prendre des parts de marché à Google, vous pouvez tous prendre des parts de marché dans des secteurs où il n'y a pas encore de GAFAM. Donc simplement, c'est toujours la même chose. Regardez la techno pour ce que c'est. C'est la même chose. En faisant un moteur de recherche, vous pouvez faire de la culture, de l'éducation et du médecin. Et donc, comprenez juste ce que ça veut dire en dessous. Et quand on comprend le en dessous, on comprend qu'on ne peut pas vendre à Facebook des gens qui sont super avancés, comme on ne peut pas laisser Facebook arriver à Paris, n'avoir jamais fait d'AI, prendre 15 personnes à l'INRIA et 5 minutes après, être le numéro 3 du monde en intelligence artificielle. Il n'y a que des Français. Que des Français sortent tous de l'INRIA. Sauf qu'on ne peut pas les payer pareil. Donc, arrêtons de se poser des tas de questions. Agissons. Allez, on y va, on le fait, ça marche. Ce qui est drôle, en fait, quand on pense à tous ces projets d'IA, là, j'ai vu que l'École Normale Sup, historiquement incroyablement bonne sur ces sujets, fait un partenariat, je crois, avec Google. C'est que, je vais être un peu polémique, moi je suis d'accord avec Peter Thiel, qui est le fondateur de Palantir et le conseiller de Donald Trump. L'IA, à la fin, est une technologie de guerre. Essentiellement, elle a peut-être d'autres usages, mais essentiellement, c'est sa
c'est comme le nucléaire, ça a plein d'autres aspects, mais c'est avant tout la chose sérieuse. Donc quand on finance de la recherche en IA et qu'elle part chez Google, Facebook, indirectement, nos impôts financent la R&D du Pentagone. Donc c'est complètement délirant. Je voulais juste revenir sur les modèles économiques. Ce qui est fascinant, c'est de voir ce qui se passe en Allemagne. Contrairement à ce qu'on a fait en France, où on a fait beaucoup de ce qu'on appelle du pump and dump, c'est-à-dire qu'on fait monter la mayonnaise en espérant que les boîtes deviennent des licornes, et puis ensuite on espère que soit elles seront introduites en bourse, soit elles seront rachetées. Vous allez voir en Allemagne beaucoup d'entreprises de taille moyenne, des Mittelstand, qui font 100 millions de chiffre d'affaires, qui sont dans le numérique, qui sont des boîtes plutôt familiales, qui travaillent sur le long terme, et qui, et ça c'est une vraie force de l'Allemagne qu'on n'a pas ici, travaillent avec les grands groupes. Et un des sujets qu'on n'a évidemment pas abordé, mais c'est que pour que le talent subsiste, pour que les startups subsistent, il ne faut pas du capital. Il faut des clients. Il faut donc recréer une culture où les grandes entreprises achètent du logiciel de petites entreprises prometteuses, parce une entreprise qui a réussi a été au départ une entreprise prometteuse avec quelques personnes dans un garage, et qu'au fur et à mesure, on grandit et on devient une société de taille moyenne, on vit bien, et on n'a pas forcément envie d'être une licorne. Et cet écosystème peut être créé en France, et donc il faut en fait casser le modèle. J'aime pas du tout le modèle de la Startup Nation, parce que je pense que ça correspond à rien. Déjà, la France n'est pas une start-up, mais il faut construire un écosystème qui soit soutenable dans l'avenir, avec des sociétés petites, moyennes et grandes, qui vivent en bon entendement, et qui vivent aussi à côté d'acteurs plus gros, mais qui seront, espérons-le, mieux régulés, parce que c'est vrai que ce que disait tout à l'heure Eric, ces acteurs cannibalisent aussi l'innovation. Aujourd'hui, personne ne veut investir dans certains domaines parce qu'on a peur que Google, Facebook ou les autres en fassent un concurrent ou rentrent sur le marché. Et donc, effectivement, on a ça. Et à côté de ça, on a un autre problème, c'est qu'on pense que parce que Google a fait un moteur de recherche, ils sont compétents sur la santé, sur l'éducation, sur la culture. C'est qu'on a laissé en fait une forme d'argument d'autorité qui fait que parce que vous êtes bon quelque part, vous serez bon partout, parce que vous savez, tout ça, c'est de la technologie. C'est un peu pareil. C'est pas vrai. Il y a des expertises, il faut les développer, et puis surtout, il faut les rendre, j'allais dire sustainable, mais sur le long terme, construire un écosystème qui tienne la route. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des personnes dans le public qui voudraient poser une question à Evgeny? Il y a plusieurs mains qui se lèvent sur le côté droit. Ouais. On va vous emmener un micro. Ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je peux y aller? Okay. Allez-y, monsieur. Juste une question simple. On a beaucoup parlé d'investissement, de millions, de milliards, etc., etc. Je n'ai pas entendu parler de considérer les données, les data, comme des biens communs. Ça résonnait un petit peu, je sais qu'Evgeny Morozov a travaillé là-dessus. Ça serait quoi démanteler les GAFAM à partir d'une politique de revendication des données comme biens communs? Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années sur cet argument-là? Merci beaucoup. Evgeny? Should I answer now? Yeah. Well, I think, look, I don't see a contradiction between talking about multi-billion investments and treating data as a common source, a common good of some kind, because ultimately, data in itself is not very useful unless you manage to connect it to something else, right? So right now it feeds into machine learning, right? And feeding it into machine learning is what eats so much cash. I think, if Karl Marx were to write Das Kapital today, he would probably point to artificial intelligence as one industry which shows you how irrational and wasteful capitalism is. Because what you have right now are 5 American firms and 5 Chinese firms dumping, $10 billion a year each on teaching their systems to essentially do the same, recognize photos of cats from photos of dogs, photos of cars from photos of traffic lights, all to end up with the same set of functions. Right? Because ultimately, this is what they'll get in the end. It becomes a generic, almost commoditized service, which some of them who got there first might have a lid in, like Amazon. Right? And I think that we should really be able to articulate a different model of data and AI as public goods, and that would require some funding, but I'm absolutely sure it would require far less funding than what we are currently wasting. And once we do that, then it's a matter, I think, of very clever public policy
of how we are going to make access to that data, but also to services built on top of it, including artificial intelligence, accessible. Maybe startups or smaller SMEs that we discussed will get access for free, but big companies and telcos will have to pay. Maybe NGOs will get a grant to work with that data and that AI. I think all sorts of models are possible, but first we need to establish some control and ownership over that layer. Unless we have that ownership and control, I think we will not be able to have any effective public policy on top. Sur le même sujet, Tariq? Ouais. Oui, alors sur la question des données, parce que c'est un terme qu'on utilise en permanence, de quoi parle-t-on? Parle-t-on des données qui sont acquises par un service? Parle-t-on de données qui sont, par exemple, la possession de l'État ou d'une administration? Moi, j'ai toujours une gêne par rapport à ça, parce que la première des questions, quand on parle, par exemple, de monétisation des données, d'accès aux données personnelles ou de repossession des données, ça veut dire qu'on accepte par défaut l'idée qu'on puisse extraire des données. La première des questions qu'on devrait se poser, avant de se poser la question de à qui appartiennent ces données, c'est doit-on extraire des données? Doit-on créer un système, ce que Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance, où on extrait en permanence des données des utilisateurs pour prédire leurs futurs achats, leurs futurs comportements politiques, économiques, socioculturels, etc. Ou est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement interdire ou offrir la possibilité de ne pas récolter les données? Donc pour moi, c'est un débat qui est très large et à mon avis, une chose que l'Europe devrait faire, c'est quand on voit les dégâts de ce qu'on appelle la publicité comportementale, c'est-à-dire la publicité qui analyse la façon dont vous vous comportez, qui a été utilisée lors de l'élection du Brexit ou de l'élection de Donald Trump, ce qu'on appelle le behavioral micro-targeting. On devrait tout simplement interdire ces pratiques, parce que le bénéfice quand on voit les dangers que ça représente pour la démocratie, pour l'idée même d'avoir un rêve commun, d'avoir même un message commun, un discours commun, est extrêmement important. Et donc je pense que l'Europe doit se distinguer du modèle américain et chinois, justement par l'idée que l'accès aux données n'est pas une obligation, c'est qu'on n'est pas obligé de faire de numérique en extrayant les données. Merci beaucoup. Il y a une question au fond. Il va falloir qu'on tranche parce qu'il y a le temps juste pour une question. Ah, d'accord. Bonjour. Je me permets d'adresser cette question au cofondateur de Quant. Excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Je suis vraiment désolée. Eric. Je comprends très bien votre argument sur les valeurs, la citoyenneté, le fait que, ok, la Chine contrôle sa population, on parle de permis à point à l'heure actuelle, de dire que oui, en fait, ils contrôlent en la protégeant, entre guillemets. Les États-Unis voient plutôt les citoyens comme des consommateurs. Le fait est que je veux dire, si on va dans la rue aujourd'hui et qu'on s'adresse aux jeunes, à savoir vers quel réseau, vers quel moteur de recherche ces derniers vont, je ne pense pas qu'ils penseront à des valeurs. Un truc très, très, très bête, c'est qu'on ne lit même pas nos conditions d'utilisation aujourd'hui. Donc, on donne toutes nos données aux Américains. Moi, j'ai vécu en Chine, par exemple, pendant 2 ans. J'utilisais des VPN pour utiliser les plateformes américaines. Un autre exemple, je poserai ma question. En France, il est interdit de faire des tests ADN. Vous croyez que c'est ça qui empêche les gens de le faire à travers les boîtes américaines? Non. Les gens, je veux bien qu'on parle de valeurs. Le fait est qu'il faudrait, pour parler de ça, que tout le monde ait la même vision que vous et qu'ils partagent ces mêmes valeurs-là. Et c'est là où ça devient compliqué à rassembler des gens, à rassembler les Français, les Européens, à se dire on a des valeurs, on veut que nos données soient protégées, on ne va pas aller chez Google, chez Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, on va avoir des équivalents en France. Mais ces derniers, ils ont déjà nos données, ils nous connaissent mieux que personne. On se bat comment aujourd'hui? Je veux bien utiliser Quant, mais Google sait en premier avis quand j'ai mal à la tête, je vais taper j'ai mal à la tête, je regarde les symptômes. C'est pas Quant, je veux dire la majorité des gens le font, peut-être qu'ils n'ont pas l'honnêteté de l'avouer. Donc on fait quoi? On fait des valeurs, on éduque les gens, on fait de la publicité à la télé pour qu'ils utilisent des Quant, Ecosia, je sais pas. Ou est-ce que réellement on se bat et on vit dans l'autarcie comme les Chinois, on ferme tout, on utilise des VPN. Quelle est la vision? Comment rassembler ces gens autour des valeurs que vous partagez aujourd'hui? En fait, tout ce que vous dites, vous avez raison sur tout et puis vous avez tort sur tout. C'est ça qui est génial.
En réalité, vous avez entièrement raison. Qui utilise Google dans la salle? Ne levez pas la main, ça va faire trop de monde. Qui utilise Quant dans la salle? Ça va faire aussi du monde. Vous voyez, c'est pas ça le problème. Je vais vous donner le vrai problème. Le problème, c'est est-ce que vous avez le droit au choix? Voilà. Moi, tous les gens qui viennent de lever la main, ben merci déjà, mais je veux vous dire juste si vous avez le droit au choix. Ce qu'on est en train de vous imposer, ce sont des choix stratégiques et politiques. Si vous avez décidé de donner toutes vos données au GAFA, il n'y a aucun problème. Juste, ne venez pas pleurer dans 5 ans quand vous payerez 10 fois plus de vos assurances que tous les gens qui ont utilisé Quant pour chercher leurs problèmes physiques et médicaux. Parce que moi, je n'aurai rien revendu et les autres auront tout revendu et ils sauront tout sur vous. Si vous mettez votre ADN de l'autre côté de la planète quand vous avez 1 mois et qu'à 1 mois, on sait que vous avez un risque de faire des cancers du sein parce qu'on a analysé votre ADN, on sera capable de vous donner des assurances plus chères. Ça vous va? Moi, ça ne me va pas. Donc simplement, ce que je dis, c'est est-ce que tout le monde doit choisir Quant? Pas forcément. Choisissez ce que vous voulez. Maintenant, ne vous faites pas avoir comme des gamins. Donc pour ne pas se faire avoir comme des gamins, c'est le droit au choix. Nous, on se bat juste pour le droit au choix. Le droit au choix. Vous devez avoir le choix entre Quant et Baidu. Vous devez avoir le choix entre Google et je ne sais quoi. Vous devez avoir le choix entre ce que vous voulez. C'est ça pour quoi on se bat. Et donc le droit au choix, c'est le droit de défendre certaines valeurs et que vous puissiez les choisir. Et c'est pour ça que je fais condamner Google à 4,2 milliards sur Android, parce que vous savez, pour que vous puissiez utiliser Ecosia, qui donne quand même vos données de l'autre côté du monde, ça, c'est pas pour la privacy, mais qui plante des arbres. Ou Quant, qui vous protège et où vous pouvez aussi planter des arbres. Ou n'importe qui d'autre, parce que nous, on est là pour avoir le choix, eh ben, il faut les faire condamner parce qu'ils abusent de leur position dominante pour garder 95% du marché. Vous voulez que des Carrefour dans la rue? Vous voulez qu'une seule marque de Nutella parce que c'est celui qui domine tout? Vous voulez d'avoir qu'un Nutella qui met de l'huile de palme absolument partout et détruit des forêts entières pour mettre de quoi produire de l'huile de palme? Pas moi. Voilà, c'est que le droit au choix qu'on revendique. Si vous estimez qu'avoir le droit au choix, c'est trop, bah écoutez, moi je ne crois pas. Donc on crée des alternatives, on propose du choix et c'est ça qu'on revendique. Juste ça, rien d'autre. 5 à 10% d'un marché avec des gens qui ont le droit au choix. C'est tout. Et pas tout le monde qui va sur Quant, comme en Chine, tout le monde sur Baidu. Non, le droit au choix. Voilà, pas autre chose. Merci Eric Léandri, on peut l'applaudir. Merci à nos invités. On va se retrouver littéralement dans 5 minutes pour laisser le temps à la technique d'installer tout ce qu'il faut pour la prochaine session. Si d'aventure vous ne resterez pas, et j'en suis fort triste, sachez-le, il faudra remettre votre casque de traduction à l'entrée. Merci, à tout de suite. Est-il possible de poser une dernière question? Malheureusement, on n'a vraiment pas de temps, on a beaucoup de tables rondes qui s'enchaînent. Ce que je vous propose, c'est de voir nos intervenants juste après, parce qu'ils seront disponibles sur le chemin.